Bonsoir à vous. Merci de m'accueillir parmi vous pour, si j'ai bien compris, cette première soirée des Moulins. Bon. J'ai été particulièrement sensible à votre propos sur les think tanks, puisque l'organisme que je dirige, Futurible International, a été relancé en 1973 par mes soins à partir de l'expérience que j'avais acquise aux États-Unis des think tanks. Et on aime bien se définir comme un think tank, même si, pour mettre un peu d'eau à votre moulin, le mot à la mode maintenant n'est plus think tank, mais think tank do tank. D'accord ? Je passe. Bon, voilà. Donc, merci de m'accueillir pour cette soirée. Je ne vous parlerai évidemment pas du métier des experts comptables, je n'y connais rien. Je les fréquente, ou je les ai beaucoup fréquentés comme chef d'entreprise, souvent avec respect et déception. On y reviendra peut-être. Mais j'ai essayé simplement de vous rendre compte d'un certain nombre de tendances, alors loin de moi la prétention d'être exhaustif, de l'environnement stratégique dans lequel, j'imagine, vous allez vous baigner déjà et vous allez baigner de plus en plus au cours des années à venir. Vous avez parlé de prospective. J'ai commencé par rappeler en 2 mots ce qu'est la prospective, en disant qu'un directeur de cabinet d'expertise comptable, comme n'importe quel dirigeant, et quelle que soit la taille de son cabinet, il est un peu comme le capitaine d'un bateau. Et normalement, sur un bateau, vous avez 2 instruments. Vous avez la vigie et vous avez le gouvernail. 2 instruments qui ont des fonctions radicalement différentes, mais éminemment complémentaires. Quel est le rôle de la vigie? D'essayer de déceler le vent qui se lève. D'essayer de faire le tri dans le présent entre ce qui, d'un côté, est de nature conjoncturelle, anecdotique, qui sans nul doute fera la une des journaux, et puis d'un autre côté, ce qui vous apparaîtra comme étant symptomatique, révélateur de ce qu'on va appeler une tendance lourde ou un phénomène émergent. D'autres parlent de signaux faibles, il y a une inflation de gros mots pour qualifier les mêmes choses. Je vais dire que le rôle de la vigie va être d'essayer de déceler dans le présent quelles sont les racines ou les germes de futurs possibles. Et la question que spontanément le navigateur va se poser, ou le directeur de cabinet va se poser, c'est au-delà de ces germes de futurs possibles, que peut-il advenir? Et là, il va considérer l'avenir comme un territoire à explorer, sachant qu'il y a fondamentalement 2 manières d'explorer le futur. La première et la plus courante, c'est de prolonger les tendances qu'on a observées dans le passé. Et ça, je sais que les experts comptables savent le faire. Le problème, c'est que lorsqu'on entre dans une période où le changement est très rapide, les interdépendances très nombreuses, les incertitudes s'accroissent, à ce moment-là, la prolongation des tendances du passé ne fonctionne plus et il faut recourir à ce qu'on appelle la prospective, qui a l'ambition, ce qui ne veut pas dire qu'elle réussit, d'essayer de prendre en compte les phénomènes de discontinuité et de rupture. Alors le mot rupture a une connotation négative en français. Mais sachez que lorsque vous adoptez une stratégie d'innovation, vous essayez de créer une rupture par rapport au fonctionnement d'un marché. Donc on va essayer en prospective de prendre en compte les phénomènes de discontinuité et de rupture, et puis on va s'attacher à essayer de repérer qui sont les acteurs. Et ces acteurs sont en général des êtres humains ou des corps sociaux, qui, fort heureusement, ne sont pas des robots, dont le comportement n'est donc pas rationnel et répétitif, et on va essayer de comprendre quels sont les pouvoirs de ces différents acteurs, et dans quel sens ces différents acteurs, si j'ose dire, rament, de manière plus ou moins consensuelle ou conflictuelle. Là, on est dans l'exploration du futur, et dans l'exploration de ce que nous, on aime bien appeler les futurs possibles, les futuribles. Ces futuribles n'ont aucune vocation à raconter à l'avance ce que sera demain. Ces futuribles ont pour ambition d'essayer de déceler, avant qu'il ne soit trop tard, quels sont les enjeux à court, moyen, long terme auxquels vous risquez d'être confrontés, de telle sorte que, si je puis dire,
vous ne soyez pas exclusivement occupé en permanence à gérer les urgences, car en situation d'urgence, en général, vous ne pouvez que jouer un rôle de pompier et non pas de stratège. C'est ce que voulait dire, alors autre citation qu'on utilise souvent en prospective, Talleyrand quand il disait « quand il est urgent, c'est déjà trop tard ». Sans activité de veille et d'anticipation, sans prévoyance, nous allons en permanence être acculés à gérer les incendies. Et c'est à ce moment-là les circonstances fondamentalement qui auront pris le pouvoir sur nous. Nous allons essayer d'être de bons petits soldats face au feu qui est déclaré. L'intérêt de la veille de l'anticipation est précisément de nous alerter à l'avance sur des défis dont on anticipe l'apparition, lorsque l'on a encore quelques pouvoirs d'infléchir le cours des choses, et si vous n'avez pas le pouvoir d'infléchir le cours des choses, lorsque vous pouvez encore vous préparer à faire face à ces défis du futur. Et là vient une autre question, celle qui vous renvoie au gouvernail. Et s'agissant du gouvernail, 3 questions vont se poser. Quelles sont vos marges de manœuvre? Et j'ai envie de dire que plus vous allez agir ensemble, plus vous aurez des marges de manœuvre importantes, plus vous aurez soudé le personnel de votre cabinet autour d'un projet d'entreprise partagé, plus vous allez être puissant pour agir sur le futur, et plus vous aurez fait preuve de veille et d'anticipation, moins vous serez pris au dépourvu par les événements, plus vous aurez des marges de manœuvre pour construire votre avenir. C'est l'objectif des moulins, si j'ai bien compris. Deuxième question, à supposer que vous ayez effectivement quelques pouvoirs, quelle est votre représentation d'un futur souhaitable pour la profession d'expert comptable? Et là, ça renvoie à l'avenir non plus comme territoire à explorer, mais à l'avenir comme territoire à construire. Selon vous, dans chacun de vos cabinets, selon vous, tous ensemble, quelle est votre représentation d'un futur souhaitable? Et dès lors qu'on parle de souhaitable, il est bien clair que cela implique un jugement en termes de valeur, à charge, et je me méfie un peu des travaux que vous avez pu faire avec vos enquêtes, à charge de ne pas confondre les valeurs et l'opinion publique. L'opinion publique, elle est fugace, elle est volatile, elle change avec la conjoncture. Les valeurs, elles sont plus profondes, elles ne s'expriment pas comme ça spontanément dans un sondage d'opinion publique. Donc, quelle est votre représentation d'un futur souhaitable pour la profession d'expert comptable à 5 ans, 10 ans, 20 ans? J'insiste sur 5 ans, 10 ans, avant de parler de 20 ans, parce que souvent on assimile la prospective au long terme. Enfin, n'oublions pas qu'avant d'arriver au long terme, il faut passer par le court et le moyen terme. Donc la question qui va nous intéresser fondamentalement est de savoir qu'allons-nous faire demain ou ce soir dans une perspective de longue durée qui est nécessaire au déploiement de nos actions. Et puis, à supposer que vous ayez un projet collectif, c'est encore mieux de le réaliser, d'où le compte à rebours que vous allez faire pour essayer de vous demander qui fait quoi ce soir, demain, après-demain, avec quels moyens, pour passer de ce rêve, de ce projet, à sa réalisation concrète. Voilà en gros en quoi consiste la prospective. Alors moi, je ne vais pas m'intéresser au gouvernail, parce que le gouvernail, c'est vous qui l'avez sur le métier d'expert comptable. Vous l'avez, alors collectivement, ou bien chacun dans votre coin. Là, j'ignore complètement quels sont les jeux de concurrence ou d'alliance qui peuvent exister entre vous, entre vos cabinets et au sein plus généralement de la profession. Je vais plutôt m'intéresser à ce que nous, on observe à Futurible au travers de la vigie, puisqu'on a développé à Futurible un système de veille prospective mutualisée sur l'environnement stratégique des entreprises, pas spécifiquement sur l'environnement stratégique des experts comptables. Ça, c'est le think tank, les Moulins, qui devra le faire. Bon, on va essayer évidemment de compléter nos compétences et nos données sur le sujet. Alors, la première question, quand on s'intéresse à l'avenir, c'est d'abord de savoir comment on se représente le présent. Et la question qui vient spontanément à l'esprit, comment vous représentez-vous la crise? Souvenez-vous, lorsque la crise s'est déclenchée en 2007, vous avez eu un grand nombre d'économistes, bien sous tout rapport, qui nous ont dit
quoi qu'il arrive, tous les X années, il y a une crise, on en prend pour 6 mois, pour 1 an, et puis après, l'économie reprend son cours naturel. Naturel avec beaucoup de guillemets. Quelques économistes un peu plus éclairés nous ont dit « Ah, ça peut être une double crise. Il peut y avoir une crise, une légère embellie, une rechute, mais au finish, on retrouvera le trend de croissance que nous avons connu précédemment. » Est-ce comme cela que vous représentez cette crise? Ce n'est pas du tout comme ça que nous la représentons à Futurible. Notre sentiment à Futurible, il est que cette crise, elle a d'abord été, c'était évident pour tout le monde, financière. Et pour cause. Quand on voit combien a été... c'est la finance qui s'effondre. Elle se redresse, elle s'effondre, c'est l'élastique. Quand on voit quelle est la déconnexion fondamentale qu'il y a entre la sphère financière et l'économie réelle, ce que j'appelle l'économie réelle, c'est la production de biens et de services. Et que l'élastique se tend. Il faut bien qu'à un moment donné, ça pète. Et heureusement qu'il y a des cracks. Car s'il n'y avait que des booms, on serait dans un monde de la finance qui serait de plus en plus fou et ingouvernable. Donc il y a l'élastique qui craque, et qui est une corde de rappel par rapport à l'économie réelle. Ça, c'est un premier élément, c'est facile à comprendre. Il y a un deuxième élément, malgré tout, c'est que s'il y a une certaine déconnexion entre la sphère financière et l'économie réelle, il y a quand même un impact de la finance sur l'économie réelle. Et donc, il y a une crise au niveau aussi de l'économie réelle. Et cette crise, elle est aggravée par le fait, aggravée, j'aime pas tellement ce terme, elle est d'autant plus prononcée que la minorité de pays, j'entends les pays de l'OCDE, qui hier étaient les pays industrialisés et avaient en quelque sorte incarné le modèle de croissance pour le reste du monde. Ces pays dits industrialisés se voient de plus en plus concurrencés par des pays dits émergents, qui a donc un problème de compétitivité au niveau mondial, de compétition sur les ressources de base et de compétitivité, a fortiori, sur la production de biens et de services. Tout ça fait que, alors je ne m'étends pas davantage, cette crise, à nos yeux, ça n'est pas du tout une crise conjoncturelle, c'est plutôt la manifestation ou l'expression d'une mutation profonde entre un monde qui n'en finit pas de mourir, je paraphrase un auteur célèbre, entre un monde qui n'en finit pas de mourir, un autre monde qui n'en finit pas de naître et qui reste pour une large part à inventer et à construire. Et plus nous allons nous acharner à essayer de consolider le monde d'hier en allant boucher les trous du navire qui prend l'eau, moins nous allons investir dans ce monde nouveau, qu'il me semble pourtant indispensable, de construire. Et la France, de ce point de vue-là, est particulièrement dans une situation particulièrement pathétique. Elle rame indéfiniment pour essayer de retrouver sa gloire passée, au lieu de se poser la question de que peut-elle faire pour promouvoir un modèle de développement nouveau qui aujourd'hui s'impose. Je pourrais presque m'arrêter là, mais alors, qu'est-ce qui m'amène à dire ça? Et j'ai presque envie de vous inviter à vous replacer 10 ans en arrière, pour ceux d'entre vous qui étaient déjà en activité. 10 ans en arrière, en France, souvenez-vous, 1997-2000, on a eu une embellie en termes de croissance. On a créé 1 million d'emplois, une création nette d'1 million d'emplois durant ces 3 années. Et nos meilleurs experts de l'INSEE, du Commissariat général du plan, disaient, voilà, c'est reparti, la croissance, au moins pour 25-30 ans. La création d'emplois est repartie. Nous allons être en pénurie généralisée de main-d'œuvre à l'horizon 2010-2015. Et c'est cette vision d'avenir qui a conduit à l'adoption des réformes sur les retraites, en pensant qu'étant en pénurie de main-d'œuvre, on n'aurait aucune difficulté à maintenir en activité professionnelle les seniors qu'auparavant on mettait en pré-retraite. Donc méfions-nous de ne pas nous tromper de diagnostic sur le présent. Alors, au-delà de ça, je dis, c'est quoi le monde nouveau dans lequel nous entrons?
eh ben, c'est un monde qui est marqué par la montée des interdépendances de toute nature. Je ne commande pas, ça ne se lit pas, hein, ce que je vous montre là, et puis au demeurant, je laisserai dans les moulins, et les moulins vont le briser, le fracturer, le remouliner, voilà. Montée des interdépendances avec l'apparition, incidemment, de problèmes qui aujourd'hui sont globaux. Un problème emblématique de ce phénomène, c'est évidemment le réchauffement climatique, ce n'est pas le seul. Et ce n'est pas parce que c'est un problème global que cela nous dispense d'agir au niveau local. D'accord. Mais nous sommes comme ça confrontés à une série de problèmes globaux. Un deuxième qui, moi, me tient spécialement à cœur. Vous vous souvenez peut-être qu'au moment de la chute du mur de Berlin, ou plus exactement à la fin de l'Empire soviétique, Fukuyama a sorti un livre célèbre qui s'appelait « La fin de l'histoire », qui en gros donnait à penser que la fin de la guerre froide allait être marquée par une période où le modèle occidental d'économie de marché et de démocratie dominerait le monde entier, et que nous serions dans une période de paix durable. Et tout au contraire, nous, notre sentiment était que nous entrions dans une période qui allait être beaucoup plus difficile à gérer que la période précédente. Parce que la période précédente, on avait deux blocs qui s'opposaient frontalement suivant des règles du jeu communes, et on entrait dans une période où on allait se retrouver avec une multitude d'acteurs, des États, mais aussi des groupes transnationaux, Al-Qaïda, Microsoft, ce n'est pas exactement le même genre, mais ils ont quand même en commun la particularité d'être des opérateurs mondiaux, et que nous allions être confrontés à une montée des risques de toute nature, y compris évidemment les risques que l'on voit se développer aujourd'hui au travers du terrorisme. Il y a de multiples formes de terrorisme, n'y étant pas. Alors, accroissement des échanges de produits de base, y compris l'eau, y compris la terre. Sachez quand même qu'un des grands enjeux des années à venir, c'est d'abord l'approvisionnement en eau douce. Qu'aujourd'hui, 40% des ressources en eau douce de la Californie vont nourrir la Chine, que 60% de l'eau douce de la rive sud de la Méditerranée vient nourrir les pays du Nord. Donc il y a des échanges considérables sur les ressources naturelles, et c'est vrai évidemment sur les hydrocarbures comme sur d'autres choses. Échanges croissants de biens et de services, là vous avez des chiffres qui datent un peu d'ailleurs, qui toutefois rappellent que l'essentiel des échanges de l'Amérique du Nord ou de l'Asie-Pacifique ou de l'Europe se font d'abord au sein de notre espace régional, avant de se faire à très longue distance. Échange, alors là, ça devient un peu plus subtil, mais à mon avis, c'est beaucoup plus important pour les gens qui exercent le métier d'expert comptable, c'est qu'il n'y a plus de biens made in America ou made in France. Aujourd'hui, les biens résultent d'un assemblage de pièces qui viennent du monde entier. Vous vous souvenez sans doute qu'après la catastrophe de Fukushima, il y a eu des chaînes entières de production, y compris en Amérique du Nord, y compris en Europe, qui ont été bloquées parce qu'il manquait une goupille, une rondelle, ou que sais-je encore, qui venait de la région de Sendai. Bon. Évidemment, les interdépendances sont encore plus fortes dans le domaine financier, pour une raison très simple à comprendre, c'est que s'il y a un secteur qui s'est dématérialisé, c'est bien celui de la finance. S'il y a un secteur qui a profité à plein des technologies de l'information et de la communication, c'est bien la finance. Donc nous sommes face à un casino mondial de la finance qui aujourd'hui échappe à tout contrôle, à tout process de régulation. Alors c'est lié pour partie à l'essor des technologies de l'information et de la communication, mais c'est lié aussi au fait que, alors ça vous allez me dire, Enron c'est un peu particulier. Si je vous ai mis cette diapo, c'est simplement pour insister sur le fait que non seulement nous sommes tous interdépendants, mais que les frontières de l'entreprise aujourd'hui s'écroulent. Que l'entreprise, elle est à la fois concurrente avec d'autres entreprises sur la planète et alliée
avec ces mêmes autres entreprises pour un autre bien sur un autre marché, tout en créant une joint venture avec un certain groupe d'entreprises. Et donc, nous avons affaire à des entreprises, ce n'est pas uniquement Enron, c'est Renault, je pourrais citer d'innombrables exemples d'entreprises qui sont poreuses, qui s'organisent suivant une logique de réseau à l'échelle planétaire, qui échappent de plus en plus, vous allez être surpris, vous qui êtes des experts de la réglementation, qui échappent de plus en plus au contrôle d'États-nations enfermés dans le cadre étroit de souveraineté qui sont de plus en plus entamées. Donc les frontières de l'État sont poreuses, les frontières de l'entreprise sont poreuses. J'ai tendance à penser que les frontières de vos cabinets vont devenir de plus en plus poreuses. Et que vous-même, vous allez sans doute travailler de plus en plus en réseau. Alors dès lors qu'on est en réseau, on peut dire c'est formidable, on assemble, on devient un orchestrateur de compétences ou de savoirs, mais on devient aussi plus vulnérable puisqu'on dépend de 10 000 petits savoirs en miettes qu'on a besoin d'assembler par objectif. Et ces savoirs en miettes, ils sont à travers le monde, ils sont exposés à des risques, ce qu'on appelle des risques notamment systémiques. Alors je vais vite. Deuxième phénomène qui caractérise ce contexte général, il est bien connu. Vous aviez en 1970 un produit intérieur brut mondial. Alors tout le monde sait que le produit intérieur brut par tête, ce n'est pas le bonheur national net par tête. D'accord ? Un récent président de la République a redécouvert ça grâce à la commission Stiglitz-Sen. Enfin, c'est quelque chose qui est assez bien connu depuis des décennies. Donc on avait un produit intérieur brut mondial dans lequel les États-Unis représentaient plus de 30%, l'Europe pratiquement 30%, et puis un peu en dessous, il y avait l'Asie, mais l'Asie à l'époque, c'était le Japon. Aujourd'hui, voilà où on est en 2010. Vous voyez que l'Europe, alors en parité de pouvoir d'achat, je n'entre pas dans les détails techniques, et c'est une projection, c'est une prévision, ce n'est pas une prospective, d'accord ? Autrement dit, c'est des gens qui, au sein du CEPI, Centre d'études et de prévision économique internationale, qui travaillent avec le commissariat du plan, enfin, feu le commissariat du plan, ce qui s'appelle maintenant France Stratégie, ils projettent les tendances et ils disent le produit intérieur brut par tête, en parité de pouvoir d'achat, chinois, va bientôt dépasser le produit intérieur brut par tête américain. Donc il y a un basculement vers l'Asie. Le phénomène le plus évident de ce basculement, d'ailleurs, avant de parler du PIB, c'est les effectifs de population. Vous savez qu'en 1970, prenons ce chiffre-là, les pays de l'OCDE, donc les pays dits industrialisés, représentaient à peu près 25% de la population mondiale. À l'horizon 2025, c'est-à-dire dans 10 ans, ils représenteront peut-être 10%. L'Union européenne, allez, avec l'Ukraine, si vous voulez, représentera 4%, 3,5%. La France représentera 0,4-5% de la population mondiale. 60% de la population mondiale aujourd'hui sont en Asie. Et à l'horizon 2025, selon les projections fort discutables des Nations Unies, l'Inde aura dépassé la Chine, avec une population qui avoisinerait à 1,5 milliard d'habitants. À 100 millions près, honnêtement, on n'en sait rien. Il faut savoir que quand on raisonne sur l'avenir, il vaut mieux avoir une bonne louche et du bon sens, plutôt que de chercher à avoir des chiffres avec 3 décimales derrière la virgule. Donc on est dans un monde de plus en plus, face à un environnement de plus en plus interdépendant, incertain, rapidement évolutif et confronté à une concurrence de plus en plus vive entre les acteurs. J'ai pas mis les lunettes, je ne sais pas quelle heure il est. Vous me dites stop. Bon, j'accélère. Oui, c'est ça. D'accord. Donc dans un monde de concurrence acharnée, il va falloir améliorer notre compétitivité. Comment est-ce qu'on améliore notre compétitivité ? Il y a une compétitivité coût et hors coût, le premier élément. Commençons par le plus simple, compétitivité coût. Vous avez là les coûts salariaux pour les ouvriers du textile,
je ne sais pas si... j'ai pris ça parce que je me suis dit, après tout, les gens qui font des écritures dans un cabinet d'expertise comptable, est-ce que ce n'est pas des gens dont le métier ressemble un petit peu à celui des ouvrières du textile des années 70-80 ? Et si d'aventure c'était le cas, je serais inquiet. Car vous voyez qu'en termes de coûts salariaux, l'écart qu'il peut y avoir entre la Suisse, les pays européens, vous noterez que les États-Unis sont un peu plus bas, et puis le Bangladesh, le Pakistan, le Vietnam. On oublie quand on parle des pays émergents, les petits pays émergents, mais sachez quand même qu'on parle des NBIC. Bon. N'oubliez pas quand même que le Vietnam, la Corée du Sud, etc., sont là. Donc, écart colossal en termes de coûts salariaux. Nous sommes dans un... Alors, attendez, j'ai cliqué trop vite. C'est vous qui m'avez impressionné. Donc, je dis, face à cette... la compétitivité hors prix nous renvoie directement au défi de l'innovation. Et à ce qu'on a appelé l'économie de la connaissance. Alors, il faut s'arrêter un instant sur cette idée d'économie de la connaissance. Vous vous souvenez que les chefs d'État et du gouvernement européens, réunis à Lisbonne en l'an 2000, ont dit « Nous allons faire de l'économie européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde à l'horizon 2010 ». Hélas, 2010 est derrière nous, on n'y est pas arrivé. Et si on n'y est pas arrivé, c'est à mon avis assez largement parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, économie de la connaissance, ça renvoyait à une économie qui repose exclusivement sur l'intelligence, qui est dans les laboratoires de recherche, dans les universités, au détriment de l'industrie et de l'agriculture. Et ça renvoie fondamentalement à ce qu'on nous a enseigné sur les trois secteurs, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, en nous disant le développement, ça consiste à passer de l'ère agraire à l'ère industrielle, puis ensuite de l'ère industrielle à l'ère post-industrielle. La preuve, en 1850, l'essentiel de la main-d'œuvre dans un pays comme la France travaillait dans l'agriculture. Et puis les effectifs dans l'agriculture ont fondu, les gens sont allés travailler à l'usine, mais ça n'a pas empêché l'agriculture de devenir de plus en plus productive. Grâce à quoi? À l'industrialisation de l'agriculture. Et puis, quand on commençait à industrialiser l'agriculture, on a aussi commencé à industrialiser certains services. Pensez à ce qui se passe le jour où les ménages se sont achetés leur première machine à laver le linge. Les ménages riches remplaçaient un service marchand par un équipement. Les ménages pauvres remplaçaient un service domestique par un équipement. Donc, on a eu une première vague d'industrialisation de l'ensemble des activités, aussi bien primaires que tertiaires. Et on est dans une vague où il y a une tertiarisation croissante de l'agriculture, de l'industrie, ce qui n'empêche pas l'industrialisation de se poursuivre. Donc il y a de plus en plus d'immatériel incorporé dans le kilo de beurre, de plus en plus d'immatériel qui va jouer un rôle déterminant dans la compétition sur des industries aussi traditionnelles que l'automobile, et il y a de plus en plus d'industrialisation d'activités de services, et j'imagine que l'industrialisation et la mécanisation vous menacent exactement comme elles menacent un bon nombre d'autres activités. Alors face à ça, nous avons dit, au moment du sommet de Lisbonne, nous avons dit, mais l'économie de l'intelligence, non, ça ne renvoie pas à la distinction primaire, secondaire, tertiaire, ça renvoie à l'intelligence humaine incorporée dans des biens et dans des services. Et on a pris comme illustration de cette... comme symbole de l'intelligence, le dôme de Florence, qui tient avec des dizaines et des dizaines de milliers de briques sans qu'il y ait le moindre ciment quelconque. C'est donc une qualité d'assemblage qui nous paraissait intéressante. Alors vous me direz, le dôme de Florence, c'est ancien. Moi, je viens de suivre avec un intérêt assez fort le renouveau d'une partie de l'industrie textile dans le Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, qui, on le sait bien, a connu la grande débâcle des industries textiles et les chômages massifs qui en ont résulté. Et bien tout d'un coup, il se dégage dans le Nord-Pas-de-Calais ce qu'on appelle couramment un pôle de compétitivité ou un cluster dans le domaine des industries textiles de très haute valeur ajoutée.
Et si je dis ça, c'est parce que je voudrais terminer par l'innovation et vous dire combien l'innovation me paraît être aujourd'hui un élément déterminant. La seule chose, c'est que lorsqu'on parle d'innovation, tout le monde pense d'abord aux innovations technologiques. Non sans raison, puisque nous sommes dans une période d'évolution technologique très rapide, avec en plus des technologies qui, par nature, sont fondamentalement différentes des technologies d'hier. Hier, vous aviez une machine à tisser, elle servait à tisser, un point c'est tout. Vous aviez une machine à écrire, elle servait à écrire, un point c'est tout, sauf à ce qu'on la balance sur la tête de son collègue, mais c'était quand même rarissime. Bon. Aujourd'hui, un microprocesseur ne sert à rien. Mais vous allez pouvoir greffer sur ce microprocesseur d'innombrables applications qui vous permettront d'en faire de la bureautique, de la CAO, de la robotique, et j'en passe. Donc ce sont des technologies génériques. Deuxième particularité, ce sont des technologies combinatoires. Voir l'informatique combinée à la biologie qui donne la biotechnologie, laquelle biotechnologie elle-même va jouer un rôle déterminant dans l'essor des microprocesseurs de la prochaine génération. Cette biotechnologie elle-même va jouer un rôle déterminant dans l'essor de matériaux nouveaux. Et parce qu'elles sont génériques et combinatoires, elles sont, j'aime bien dire, contagieuses ou diffusantes. Donc elles ont vocation à se répandre partout, dans nos foyers, dans les espaces publics, dans vos cabinets, etc. Et nul ne doute que l'informatisation, je n'en sais rien, l'informatisation dans vos cabinets, elle ne doit certainement pas être complètement achevée. La seule chose, c'est qu'en pensant innovation technologique, on a tendance à oublier qu'elle a un frère jumeau qui s'appelle l'innovation sociale et socio-organisationnelle. Alors, je passe un peu sur tout ça, parce que vous l'aurez... Bon. Qu'elle passe aussi par l'innovation sociale et socio-organisationnelle. Nous avons des cimetières entiers de technologies nouvelles qui n'ont pas percolé dans le système social, qui n'ont pas percolé dans le système économique. Et nous avons des entreprises très nombreuses qui elles-mêmes, surtout celles qui étaient dominantes sur un marché, qui n'ont pas vu venir les nouvelles innovations, qui allaient les mettre par terre. Alors les cas les plus célèbres, on cite toujours IBM avec le microprocesseur, Kodak avec la photo numérique, mais on pourrait en citer bien d'autres. De là à penser que nos métiers, que nos marchés, que nos activités vont changer au rythme où les technologies changent, il y a un pas que je me garderais bien de franchir. Je fais partie d'une génération qui, lorsque j'ai créé Futurible, en 1973, il n'y avait pas encore Internet en France, mais il y avait le Minitel, on parlait de télématique, et on était quelques-uns à s'exciter sur l'idée que grâce au Minitel et à la télématique, on allait transformer le plateau de Mille Vaches en pôle de compétitivité, on allait faire Saclay sur le plateau de Mille Vaches. Bon, c'est pas du tout arrivé comme ça. Non pas que la technologie n'ait pas été au rendez-vous, mais encore faut-il que la société s'approprie les technologies, sous certaines conditions économiques, et le fait que la société s'approprie les technologies ne nous dit rien des usages qui vont être faits des technologies. Or, nous avons affaire à des technologies qui sont de plus en plus ambivalentes, qui peuvent être utilisées pour le meilleur comme pour le pire, si je puis dire. Et donc, l'enjeu peut-être le plus délicat, alors je passe là-dessus, mais je pourrais y revenir dans le débat si vous voulez, l'enjeu qui est sans doute le plus délicat pour nous, ça va être le défi de l'innovation socio-organisationnelle. Alors, pour aller vite et pour laisser place à la discussion, j'ai envie de dire que derrière l'évolution socio-organisationnelle, je veux parler des formes d'organisation. Alors, vous connaissez tous le leitmotiv des consultants en management, qui vous disent nous allons passer des structures pyramidales d'hier, quelquefois ils disent de manière très injuste de type militaire, à des structures de type polycellulaire, c'est des équipes projets. Ça ne se passe jamais comme le disaient les consultants. Mais néanmoins, et surtout dans un pays comme la France, où il y a d'innombrables échelons dans la hiérarchie, on réduit le nombre de marches de la pyramide, et en même temps on crée des équipes projets, donc on a des structures de type matriciel, ce qui complique quelque peu d'ailleurs les gestions de carrière et l'avancement à l'ancienneté. Au passage, ça veut dire qu'on va devoir opérer une révolution dans nos têtes en termes de management. Alors là aussi, une formule un peu à l'emporte-pièce. On était dans un management d'autorité, reposant sur la vieille distinction entre ceux qui pensent et ceux qui vissent. Ceux qui ont le savoir, et puis ceux qui font un travail purement
physique. Et alors en France, ça a été poussé très loin, mais je ne vais pas m'étendre. Et le défi aujourd'hui, c'est de passer à un management dont le véritable talent sera d'être ce qu'on appelle couramment maintenant un catalyseur d'intelligence répartie ou un orchestrateur de talents répartis, par opposition au fonctionnement de l'entreprise, où il y a une direction générale qui seule a le savoir, et puis les autres sont de purs exécutants. Troisième élément, les nouvelles formes d'emploi. Je fais partie des gens qui ont tendance à penser que l'emploi à vie, et donc évidemment les métiers réglementés, l'emploi à vie est une séquelle du passé, que l'emploi tous à la même heure, au même endroit, travaillant sur une tâche unique, appartient de la même manière au passé. Que nous sommes de plus en plus face à un mélange entre les temps de travail, les temps de loisirs, les temps professionnels, que d'ailleurs, quand en France, les gens se bagarrent sur le travail du dimanche et le travail de nuit, honnêtement, savez-vous qu'il y a moins de 50% des Français en activité qui travaillent dans le créneau 8h, 17h ou 9h, 9h, 18h. Il y a moins de 1 Français sur 2 au travail qui est sur ce créneau-là. Les autres travaillent de manière asynchrone, la nuit, le week-end, travaillent tout en faisant autre chose. On est polyvalent, on travaille en étant de plus en plus nomade. Et puis, alors évidemment, dernier élément, il y a le problème des diplômes. Ne confondons pas diplôme et compétences. Le vrai défi aujourd'hui, c'est de trouver des chaudronniers. C'est pas des chaudronniers, c'était quoi? Forgerons. Des forgerons qui savent forger et non pas des gens qui ont un diplôme de forgeron. Et nous avons hélas en France beaucoup de gens qui ont de très hauts diplômes et aucune compétence, notamment pour gérer les entreprises dans le contexte nouveau que j'ai essayé rapidement de brosser. Je passe là-dessus, c'est un certain nombre de citations, vous pourrez les mettre dans le moulin. Alors tout ça m'amène à dire quoi? Mais là, je joue vraiment le Candide et je termine par là. À dire, c'est quoi au fond le métier d'un expert comptable? C'est d'enregistrer le passé, c'est tout. Il n'y a pas des machines pour scanner le passé, pour l'enregistrer plus rapidement, avec plus d'efficacité, une meilleure productivité, etc. Est-ce qu'à partir de l'enregistrement du passé, donc de votre boulot de caisse enregistreuse au fond, est-ce qu'à partir de là, vous êtes capable d'évaluer le potentiel des entreprises dans le contexte de concurrence, de mondialisation, de mutation, des formes d'organisation, des formes d'emploi, etc. C'est quoi pour vous le potentiel d'innovation et de performance d'entreprise? Est-ce que c'est uniquement ce qu'il y a sur la ligne de bilan? Sachant qu'à ma connaissance, on met les équipements physiques, mais on ne met pas le capital humain. Et que dans ces entreprises, si vraiment on est dans une économie qui mise de plus en plus sur l'intelligence, gérer correctement son capital humain ou son réseau de compétences humaines va devenir beaucoup plus déterminant que d'amortir des équipements. Est-ce qu'on sait faire ça? Est-ce qu'on est capable de faire un bilan social de nos entreprises? Est-ce qu'on est capable de dire quelles entreprises présentent des atouts particuliers pour aller à l'assaut de tel ou tel marché nouveau ou pour être particulièrement performant dans tel domaine? Ça implique qu'on passe d'une évaluation des seules variables mesurables en termes monétaires à une évaluation de l'immatériel, donc au fond du génie particulier de chacun des individus qui forment le groupe social, non seulement de ses compétences, mais de sa volonté d'aller de l'avant, de sa représentation du futur. C'est là, me semble-t-il, le travail que vous avez à faire, encore une fois, je ne doute pas que vous le faites déjà, pour identifier où sont les leviers de croissance de l'entreprise pour demain. Alors, vous voyez, je ne savais pas ce que vous allez dire sur le moulin.
Mais j'ai dit, le défi pour les experts comptables, vu de l'extérieur, vu comme consommateur, parce que moi j'ai des consommateurs de cabinets d'expertise comptable, je vais dire, c'est développer la veille économique, concurrentielle, stratégique. Est-ce que vous le faites? Sachant encore une fois qu'entre l'observation et la caisse enregistreuse et la veille, c'est-à-dire être vigilant par rapport à des phénomènes émergents nouveaux qui n'entrent pas dans nos calculs, bon, il y a un vrai boulot à faire. La gestion du capital de l'entreprise, j'en ai parlé, c'est très largement le capital immatériel. Quelle est votre expertise en matière vis-à-vis du manager qui se pose des questions de croissance interne, de croissance externe, etc. Est-ce que vous pouvez lui dire des choses en la matière? Est-ce que vous pouvez lui dire quelque chose sur la manière de faire fructifier le capital d'entreprise? Encore une fois, le capital étant appréhendé au travers de l'ensemble de ces dimensions. Je m'arrête. Je termine juste par quelque chose que vous avez dit en introduction et dont je suis intimement convaincu. L'avenir de vos cabinets ne dépendra pas tellement des éléments de contexte que je viens d'évoquer. Il dépendra d'abord de vos propres décisions, de vos propres réflexions, de vos propres actions. Quand je dis ça, souvent on me dit, mais ça, tu blagues, hein, c'est pas sérieux. Que pèse-t-on par rapport à Microsoft? Que pèse-t-on par rapport à Google? Que pèse-t-on par rapport... Je pourrais citer de nombreux exemples. Eh bien, moi, je constate que, confronté au même contexte mondial, les performances des pays européens sont très différentes d'un pays à l'autre. Confronté au même contexte mondial et européen et national, d'une région à l'autre, je vois d'énormes écarts en termes de taux de chômage, de taux de croissance, de performance. Et je vois de la même manière que, confronté au même contexte national, européen et mondial, deux entreprises opérant dans le même secteur, l'une va déposer le bilan et l'autre va se développer. Donc les facteurs endogènes jouent un rôle absolument déterminant. Et donc la question qui, moi, m'intéresse, mais à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est vous qui devez avoir la réponse, c'est sur quel levier pouvez-vous agir, vous, au sein de vos cabinets, pour être réellement artisan de votre avenir et pas simplement victime d'un futur que vous subiriez passivement. Merci et pardonnez-moi d'avoir été trop long.